Et ce soir donc nous recevons Marion Maréchal. Marion Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de Reconquête. On vous entendra sur la guerre, ses effets en France, la recomposition des puissances à l'extérieur, mais aussi la recomposition de la droite en France. D'abord les préparatifs guerriers qui s'accélèrent. Volodymyr Zelensky, cette fin de semaine, fait une sorte de tournée européenne pour consolider ses alliances. L'exact programme reste incertain jusqu'au dernier moment, comme toujours pour des raisons de sûreté. Mais le président ukrainien pourrait passer par l'Italie, par le Vatican, par l'Allemagne. L'enjeu encore et toujours est les armes en particulier. L'Ukraine se prépare à des contre-offensives et espère que d'autres pays suivront le Royaume-Uni. Des missiles Storm Shadow seront livrés prochainement aux forces armées ukrainiennes. Ce missile permettra de détruire des objectifs russes actuellement hors de leur portée. Marion Maréchal, est-ce que vous approuvez ce type de livraison ? Alors je crois que chaque pays est libre évidemment de sa politique et de sa diplomatie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la position de la France. Et en l'occurrence, le rôle qui devrait être celui de la France est de tendre à être, bien sûr, un médiateur, un acteur du dialogue vers la paix et vers une solution de sortie. Pour cela, pour que la France puisse espérer contribuer à cela et être un médiateur, il faut qu'elle soit un acteur d'équilibre. Ça veut dire qu'elle ne peut pas intégralement s'aligner sur l'un des deux blocs et donc devenir co-belligérant, ce qui devient mécanique à partir du moment où vous envoyez des armes. Ça veut dire, pardon, vous estimez qu'actuellement la France est de fait co-belligérante ? À partir du moment où vous envoyez des armes, vous devenez partie prenante évidemment de la guerre, donc vous faites la guerre de fait à la Russie, même indirectement, donc évidemment vous ne pouvez pas vous placer au centre. Pourquoi je vous dis ça ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi la France doit être un facteur d'équilibre et un médiateur ? Parce que aujourd'hui, nous sommes manifestement devant une nouvelle guerre de Corée, donc une guerre qui s'enlise et qui va vraisemblablement durer, qui va être épuisante. Le risque que nous avons, c'est qu'à l'issue, finalement, les grands médiateurs de cette guerre, ceux qui finalement mettront autour de la table les deux parties concernées, ce seront vraisemblablement les États-Unis, la Russie, la Turquie. Ça veut dire que nous prenons le risque que dans un conflit qui est un conflit européen sur notre continent, il n'y ait aucune puissance et pays européens qui soient autour de la table pour être un médiateur. Or, ce serait regrettable, je finis juste là-dessus, ce serait très regrettable, et donc je pense que la France est la seule pays aujourd'hui européen à avoir cette capacité, elle ne doit pas le perdre, et donc elle ne doit pas une fois de plus participer à l'escalade. On reparlera de cet aspect aussi, mais pour être bien clair, ça veut dire que vous êtes contre la livraison des armes françaises ? Oui, tout à fait, parce qu'une fois de plus, ça participe de l'escalade, ça participe de l'alignement évidemment sur les blocs, et donc ça empêche la France de pouvoir être un acteur d'équilibre et donc de participer à l'issue du dialogue. Est-ce que ça n'est pas, poliment dit, faire Ponce Pilate ? En réalité, se laver les mains du sort des Ukrainiens. Vous savez bien que sans armes, notamment françaises, ils auraient déjà perdu. Pardon, pas du tout. Je ne crois pas du tout, bien au contraire, parce que je crois que les Ukrainiens aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est que la guerre cesse. Ils attendent des armes, ça c'est sûr. C'est que la guerre cesse, c'est que les morts s'arrêtent. Et c'est qu'il y ait une voie de sortie qui puisse être trouvée, sauf à se satisfaire de l'enlisement que nous voyons aujourd'hui, d'une guerre de tranchées, des morts civiles qui se multiplient. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que dit le président Zelensky. Le président Zelensky, tous les politiciens ukrainiens disent nous voulons des armes. Ils disent pas ce que vous dites. Oui, d'accord, mais je pense que tout le monde veut la fin de la guerre aussi. Je pense que personne ne se satisfait que ce pays soit en guerre. Je pense que si les Ukrainiens demain avaient la possibilité de pouvoir mettre fin à cette guerre, il le ferait. Je pense que plutôt que d'imaginer qu'on puisse éternellement tenir par la voie des armes et la voie de la violence, si on peut trouver une voie de dialogue et une voie de concertation, je pense qu'elle serait souhaitable pour tout le monde et que si elle était dans des termes bien sûr acceptables pour les Ukrainiens, ils en seraient satisfaits. Et c'est là où je vois que la France peut avoir un rôle du fait de sa tradition diplomatique, du fait évidemment de la puissance qu'elle représente, du fait aussi de l'image d'indépendance qu'elle a pu avoir par le passé. Je rappelle que la France a été un acteur quand même majeur au moment de la guerre en Géorgie. Par exemple, au moment de la guerre en Irak aussi, elle a fait entendre sa voix. Oui, mais entre-temps, Marion Maréchal, vous rappelez très justement ça. Elle aurait pu aussi contribuer à la paix ou éviter la guerre si elle avait fait en sorte que les accords de Minsk, à l'origine desquels elle était, soient véritablement appliqués, ce que Emmanuel Macron n'a jamais fait en 5 ans. Donc voilà, je pense que la France a un rôle à jouer qui n'est pas celui de la Pologne, qui n'est pas celui de l'Angleterre. Voilà. Prenons ces sujets pas à pas. D'ailleurs, l'ambassadeur de Pologne sera sur ce plateau dans quelques instants. Vous faites partie de cette mouvance politique, alors il y en a aussi à gauche, avec toujours ce soupçon de tropisme russe, pro-russe. Vous savez que l'image vous poursuit notamment le 9 mai quand vous êtes à Moscou. Alors, ce n'est pas le dernier 9 mai, c'est celui avant la guerre. Voilà, le 9 mai 2021. Précisons-le. Bien sûr. Est-ce que vous avez revu fondamentalement votre position
sur Poutine et la Moi, Russie. je veux dire, je suis très à l'aise avec ça. Lorsque j'étais député, j'étais membre du groupe d'amitié franco-russe. Comme d'ailleurs l'ensemble de la classe politique française, ou quasiment à l'époque, nous souhaitions un réchauffement des relations avec la Russie, puisque la guerre froide était finie depuis longtemps, et qu'il semblait d'ailleurs à beaucoup de monde, y compris à Emmanuel Macron, qui était le premier à recevoir en grande pompe Vladimir Poutine, on s'en souvient, avant cette guerre, bien sûr, à faire en sorte qu'il y ait des intérêts convergents sur le plan énergétique, sur le plan économique. Mais est-ce que vous, parlons de vous, est-ce que vous considérez que vous avez été à un moment donné aveuglé? Donc c'est ce qui m'est reproché aujourd'hui. Donc à l'époque, j'avais fait des voyages de manière formelle dans le cadre de mon mandat, où je me suis rendu en Russie pour rencontrer un certain nombre d'acteurs, pas plus d'ailleurs, pas moins que beaucoup d'autres responsables politiques. Les relations entre la France et la Russie sont de longue date. Je rappelle que même Jacques Chirac avait quand même donné remis la Grand Croix, exactement, la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Donc, et avant ça, vous avez raison de le rappeler, De Gaulle, Mitterrand, il y a une tradition, mais vous êtes allé évidemment loin dans des déclarations quand vous dites il faut dîner avec Vladimir Poutine, c'est un tacticien géopolitique phénoménal. Et puis surtout, si on parle... C'est pas moi qui ai dit ça, en l'occurrence c'est Marine Le Pen, mais ça n'a pas d'importance. Non, mais écoutez, je vais vous mettre tout de suite les choses au clair. Oui, évidemment que j'ai voulu participer, comme d'autres, au réchauffement des relations avec la Russie. Aujourd'hui, maintenant, la situation est ce qu'elle est. Voilà, évidemment, la situation géopolitique a changé. Indéniablement, cette guerre qui a commencé en 2014 s'est accélérée, et l'aboutissement, c'est que la Russie a violé la souveraineté d'un pays. Je pense que vous le savez très bien. Moi, je fais partie d'un mouvement qui défend la souveraineté et la liberté des peuples. Donc, évidemment, je ne peux être que solidaire, bien sûr, de l'Ukraine. Et le maintien dans l'OTAN. On en parlera. Oui, on en parlera sans problème. Et donc, je ne peux être que solidaire, bien sûr, de la cause ukrainienne, parce que je pense que la souveraineté des frontières, le respect de la souveraineté des frontières participe de l'équilibre du monde et de la paix et de la concorde. Donc, chaque fois qu'une puissance s'aventure à cela, évidemment qu'il faut être face à cela. Maréchal. Maintenant, non, mais je vous dis cela pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a un mauvais procès, qui est fait, et que évidemment, bien sûr que la réponse politique, elle change aussi en fonction du contexte et de l'accélération. Parlons de ce qui est, vous avez raison, en cours maintenant. D'abord, vous l'avez cité vous-même, votre tante. Est-ce que le prêt russe au Rassemblement national était une erreur? Il court encore actuellement. Voilà, vous demanderez ça au Rassemblement national. Vous avez un avis là-dessus? Je n'y suis plus et je l'ai quitté depuis plus de 5 ans. Excusez-moi de ne pas être l'avocate. Le principe, est-ce que c'était une erreur de votre point de vue? Rassemblement. Ah non, je vous laisserai inviter Marine Le Pen et répondre là-dessus, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la situation d'être avocate, alors que je vous dis, j'ai quitté le Rassemblement national depuis 2017. Comprenez que maintenant, un parti national qui a un prêt, d'ailleurs, ça pourrait être un prêt américain ou chinois ou autre, ça vous gêne vous-même? Vous leur poserez la question. Alors, ce qui vous concerne directement, vous allez voir Orban. Voilà. Viktor Orban, qui est, disons, allié objectif des Russes, il le rachète encore plus. Laissez-moi quand même finir ma question. Mais je suis là, c'est pour ça que je vous coupe. Alors, laissez-moi finir, puis vous répondrez tranquillement. Et voilà. Et vous allez voir Viktor Orban, il le rachète non seulement beaucoup de gaz, je crois que c'est 80-85% du gaz qui, pour eux, vient de Russie, il leur en achète encore plus. De fait, il contribue à financer les bombardements qui ont lieu actuellement sur l'Ukraine. Est-ce que ça vous... Comment jugez-vous ça? Je vais vous dire, j'ai regardé en détail, d'ailleurs, les déclarations de Viktor Orban, c'est très intéressant. Alors, rappelons-le quand même, la Hongrie est un petit pays très très dépendant sur le plan énergétique de la Russie. Ça veut dire que pour eux, l'arrêt brutal, évidemment, de l'affluence de gaz russe aurait signé une mort économique. Mais entre l'arrêt et acheter encore plus, c'est pas la même chose, franchement. C'est très intéressant d'écouter. Alors, j'ai pas vérifié là sur le fait qu'il ait acheté plus. Moi, je vous le dis, mais en revanche, j'ai écouté ses déclarations en détail sur ce qu'il dit sur la question de l'Ukraine et de la Russie. Il condamne très fermement l'attitude russe. Il se dit, bien sûr, aux côtés des Ukrainiens dans le cadre de la défense de leurs frontières et de leur souveraineté. En revanche, lui explique que, vu sa situation géographique et économique, il ne peut pas se permettre de se lancer à corps perdu, c'est ce qu'il a expliqué d'ailleurs auprès de l'Union européenne, dans des sanctions. Non pas qu'elles soient illégitimes en soi, parce que quand le droit international est violé, il y a des principes de sanctions, c'est normal. Mais sans imaginer derrière les conséquences immédiates, en particulier pour la Hongrie, puisque comme vous l'avez rappelé, ils sont ultra dépendants sur le plan économique. Et donc ça, c'est vrai que c'est un argument qu'il faut entendre. On a eu un peu le sentiment quand même que Mme von der Leyen, parfois, a pris des décisions de manière... sous le coup je comprends, mais de l'émotion, sans forcément mesurer derrière les conséquences. Par ailleurs, je tiens à préciser que même s'il est toujours sain d'être le plus diversifié le possible dans ses approvisionnements énergétiques, donc ça, il faut toujours tendre vers ça, c'est une bonne chose. Il faut quand même comprendre les conséquences derrière. Ça veut dire qu'on ne prend plus de gaz russe, parfait, parce qu'il viole le droit international, mais à côté de ça, on va du coup prendre du gaz en Azerbaïdjan, qui, pardonnez-moi de le rappeler quand même, lui-même viole la souveraineté d'un pays qui s'appelle l'Arménie. On en rachète par d'autres voies.
Oui, d'accord, Oui, mais enfin, la conclusion, c'est quand même C'est celle-ci. C'est qu'on va donc acheter du gaz à un autre pays qui lui-même viole le droit international, lui-même viole la souveraineté d'un pays. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que parfois, derrière les postures, si vous voulez, morales, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'il y a des conséquences très fortes, y compris d'ailleurs pour les Français et les Européens dans leur ensemble. Et je pense que c'est tout simplement ce qu'Orban a voulu rappeler. Quand on vous voit avec Viktor Orban, est-ce qu'il y a l'espoir maintenant pour vous de créer une sorte d'international des nationalistes ou des souverainistes, appelons ça comme vous voudrez, je ne sais pas quel mot vous utilisez d'ailleurs. Bon, je dirais, oui, les droites nationales, les droits civilisationnels, souverainistes pour certains. Qui est-ce que vous mettez? Alors, il y a Viktor Orban, on voit l'image avec lui. Qui d'autre? Les Finlandais? Je vais vous dire. Moi, c'est-à-dire, de manière générale, d'ailleurs, ça vaudrait pour la position de la France en général, si on devait se projeter sur que ferait la droite civilisationnelle à laquelle j'appartiens au pouvoir. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que la France s'est perdue dans... Attendez, Marion, répondez quand même à la question. Ah non, mais je ne veux pas vous couper du mot, mais juste qu'on comprenne bien. Pardon. Alors, à part Orban, qui d'autre? Je n'ai même pas eu le temps de dire deux mots, vous m'avez coupé la parole. Non, mais parce que là, c'est une chose précise. Avant de parler du programme, je vais vous répondre de manière extrêmement précise. Aujourd'hui, la France s'est perdue dans un couple franco-allemand qui, selon moi, malheureusement, défend davantage les intérêts allemands que les intérêts français. Conclusion, je crois que la France, de manière générale en Europe, doit faire des alliances d'intérêts en fonction des sujets avec des pays qui convergent avec elle vers certaines problématiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement sur les questions migratoires, par exemple, on aurait plutôt intérêt à engager des coalitions sur ces sujets avec les pays du Sud pour engager un rapport de force auprès de la Commission et défendre nos intérêts et nos frontières, typiquement. Ça pourrait être, évidemment, avec la Hongrie sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur, mais pas à cœur du gouvernement, dans la lutte, par exemple, pour la défense de l'identité européenne ou contre le wokisme. Plutôt, si vous voulez, aujourd'hui, d'avoir un espèce de faux moteur franco-allemand qui n'existe que dans la tête des Français et qui, du coup, nous a beaucoup isolés. Parce que la conclusion aujourd'hui du mandat d'Emmanuel Macron après 6 ans, c'est quand même que nous sommes très isolés sur le plan européen et c'est un vrai problème. Et donc, à notre petit niveau, on essaye quand même d'entretenir des liens de Français. Si on regarde la scène politique telle qu'elle est, il y a un pays, c'est l'Italie, où une femme venue de la droite a accédé au pouvoir, a réussi d'ailleurs à agréger un certain nombre de forces de droite et d'extrême droite, c'est Madame Meloni. Est-ce que pour vous, il y a un exemple italien? Mais l'exemple à tirer, c'est qu'aujourd'hui, tous les gouvernements de droite qui arrivent au pouvoir sont en Europe des coalitions de différents courants de droite et qui aujourd'hui s'expriment en Finlande, en Suède, en Hongrie d'ailleurs, en Pologne également, en Espagne au niveau local, en Italie, vous l'avez dit. Donc moi, ce que je regrette, c'est que manifestement la droite française reste fidèle à sa réputation, à savoir être la droite la plus bête du monde, et qu'elle soit incapable à un moment donné de se mettre autour de la table pour travailler à cette coalition et gagner face à la gauche. Je rappelle quand même que ça fait 3 présidentielles que la droite perd face à la gauche ou au centre-gauche que représente Emmanuel Macron. Je trouve ça regrettable et donc à Reconquête, nous on défend cette idée avec d'ailleurs les électeurs de Républicains qui sont majoritaires à vouloir cette coalition, les électeurs de Rassemblement National qui sont majoritaires et évidemment les électeurs de Reconquête qui sont majoritaires. Avec un score, vous en conviendrez, très modeste pour l'instant chez vous. Début de l'aventure, d'une aventure à 7%, c'est quand même une belle base de travail. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous sommes les seuls à le vouloir. Et vous savez... Le temps est long en politique et il y a des échéances qui vont nous permettre, je suis sûr, de convaincre ceux que nous avons en face. Sans vouloir personnaliser, c'est injuste ou injuste, chacun en jugera, y compris vous-même, mais le fait d'être la petite fille de Jean-Marie Le Pen, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce sera pour vous un obstacle ? Bon, ça, c'est les électeurs qui le diront. Mais par le passé, j'ai cru comprendre que ça n'était pas rédhibitoire. Preuve en est, lorsque j'avais été candidate aux élections régionales en Provençal-Côte d'Azur en 2015, on n'était quand même pas passé très loin de la victoire, malgré une grande alliance droite-gauche. À l'échelon national, le 50% plus 1, c'est-à-dire ce plafond de verre qui fait que l'héritage, le non Le Pen... Mais je pense qu'on n'en est plus là. Je pense qu'aujourd'hui, je vous le dis franchement, et ça vaut pour moi, et ça vaut évidemment pour les autres membres de la famille... dont Marine Le Pen. Je pense que objectivement le sujet il n'est plus là. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il me semble qu'aucun parti politique n'est en capacité à lui seul d'agréger toutes les sensibilités de son camp. La NUPES nous fait la démonstration qu'il n'y a que les coalitions et les rassemblements qui fonctionnent, mais tous les partis qui sont arrivés au pouvoir nous en fait la démonstration. D'ailleurs le PC et le PS, le Parti communiste et le PS avec Mitterrand à l'époque, même Emmanuel Macron gagne dans une coalition. Donc je pense que le vrai sujet, c'est celui-ci, et même le Rassemblement national qui parvient à faire élire 89 députés, 88 maintenant à l'Assemblée nationale, prouve bien qu'il y a une limite
à vouloir gagner seul, puisque pour avoir une majorité à l'Assemblée, il faut 289 députés. Donc on en a encore faut-il se couper carrément du boulet des extrémistes. Il existe à l'extrême droite et à l'extrême gauche, vous le savez bien. On a vu ces derniers mois des manifestations de violence verbale et physique des deux extrêmes. Ce qui s'est passé évidemment à Brévin-les-Pins avec ce malheureux maire qui a été victime d'actes extrêmement graves, d'incendies, est-ce que ça ne justifie pas, c'est une des décisions du jour, des mesures d'interdiction mais moi, quand je vous parle de mouvements d'extrême droite? Je vous parle d'une coalition avec des gens, des Républicains, des gens du Rassemblement national et des gens de Reconquête, des gens qui, pardon, mais n'ont rien à voir avec des milices extrémistes. Mais là, est-ce que vous estimez de fait que ce genre d'acte justifie des interdictions? Alors, pour vous parler, sur Saint-Brévin, oui. On va y parler sur Saint-Brévin. Est-ce que ça justifie des interdictions? Je le dis très clairement, toute violence politique est odieuse et insupportable et doit être combattue d'où qu'elle vienne. Y compris par des interdictions comme celles que le ministre prononce aujourd'hui. Mais là, on parle de l'incendie de Saint-Brévin. Je vais vous répondre juste après. Mais sur l'incendie de Saint-Brévin. Donc déjà, c'est une chose. La seule complaisance qui existe aujourd'hui à l'égard de la violence politique, elle vient pas de la droite, elle vient de la gauche et de la NUPES vis-à-vis de la violence d'extrême gauche. Rappelons-le quand même qu'ils n'ont jamais condamné les violences dans les manifestations. Ils invitent des chefs de milice type Jeune Garde à l'Assemblée nationale. Y compris sur ce plateau, il y a des responsables de la NUPES, on peut leur faire toutes sortes de procès, mais on peut pas leur dire... Je serais curieuse de les connaître. Qui ont condamné la violence. Parce qu'en l'occurrence, les grands patrons... les grands patrons n'ont jamais voulu condamner, que ce soit les responsables des écologistes ou les responsables de LFI, ces violences dans les manifestations. Ils vont même jusqu'à, pardon, je le précise parce que c'est quand même intéressant, donner, la LFI je parle, donc M. Mélenchon, une chaire de géographie dans leur école de formation à un intellectuel suédois qui théorise et justifie la violence politique. Pardon, je me permets juste pour non, mais c'est pas de la digression, on est au cœur du sujet. Pour être honnête, une Raquel Garrido, sur ce même plateau, par exemple, condamnait les violences. Donc, voilà. Et sur Saint-Brévin, et je finis là-dessus parce que comme ça, je vous réponds directement. Saint-Brévin. Condamnation de la violence politique. Maintenant, je tiens quand même à dire une chose. Je vois bien l'instrumentalisation qui est en train de s'installer autour de cette affaire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que parce que cet homme a été victime d'un acte totalement inadmissible et condamnable, on condamne et on culpabilise l'opinion publique de s'opposer à la répartition de migrants, on muselle les oppositions, on condamne finalement le seul fait de dénoncer aujourd'hui cette politique migratoire folle. Parce que le sujet, il est quand même celui-ci, et je vois bien la tendance qui est celle du gouvernement à vouloir, à travers cette instrumentalisation, casser finalement les oppositions qui sont très fortes de la part des populations locales qui ne veulent pas aujourd'hui qu'on répartisse des migrants dans leur campagne. Exemple très concret, toutes les problématiques qu'ils connaissent dans les villes. On va parler de la migration dans un instant, mais exemple très concret sur les extrémistes. Et là, on ne parle pas de l'opinion générale sur la migration, des extrémistes d'un camp ou dans l'autre. On recevra l'ambassadeur de Pologne dans un instant. Eux ont fait un choix radical. Ils ont rendu interdit, par exemple, les symboles qui ont été ceux de la haine justifiant des crimes de masse, à la fois la faucille et le marteau communiste, je pose ma question, et la croix gammée. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on fasse ce genre de choses en France? Ça existe déjà en fait dans la loi. Non, en France, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Tout ce qui relève du négationnisme, tout ce qui relève de l'apologie du terrorisme, de l'apologie des totalitarismes, de la peine à la haine, à la violence, tout ça est déjà pris en charge par la loi. Moi, si vous voulez, ce qui m'inquiète un petit peu dans ce qu'on est en train de voir dans l'actualité, c'est au-delà des 500 d'idiots là en noir qui jouent les mythos dans la rue, parce que c'est quand même ça dont on parle. Hein, c'est la digression liberticide qui est celle aujourd'hui du ministre, qui nous explique qu'au prétexte de cette manifestation, dorénavant, il va interdire de manière préventive, attardons-nous là-dessus, je le cite, toute manifestation dans laquelle il pourrait y avoir des slogans qui font un lien entre immigration et délinquance, immigration et islamisme, immigration et terrorisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, les Français qui sont majoritaires à vouloir réduire l'immigration, contrôler l'immigration, qui sont majoritaires à voir ce fait que lui-même a admis, c'est-à-dire Gérald Darmanin, le lien entre délinquance et immigration. Tout dépend évidemment de l'usage qu'on en fait. Quand le résultat de ça, c'est de s'attaquer à un malheureux maire et essayer de brûler sa maison. Je réfute le lien qui est fait entre l'opposition à la politique migratoire et ce qui est arrivé à cet homme. Parlons de la migration. Voilà. Je vous dis juste qu'on est dans une dérive liberticide qui est très inquiétante et qui consiste, selon moi, à vouloir museler les oppositions. Parlons de la migration. On l'observe, on parle évidemment ici beaucoup de l'Ukraine, de ce nouveau rapport de force, de la démographie qui se crée à l'échelon mondial. Et là, on voit bien qu'on sort même de l'enjeu simplement du débat national. Votre mouvement, vous le disiez, vous utilisiez le mot de droite civilisationnelle. Est-ce que la démographie commande? Soir après soir, on découvre à quel point la Chine, 1,4 milliard, l'Inde, 1,4 milliard, l'Afrique, en plein développement démographique, l'Amérique du Sud, alors que l'Europe se réduit encore plus démographiquement. Est-ce que ça ne signe pas un recul, que ça plaise ou non, que ça désespère ou non? C'est un fait.
Oui, alors c'est évidemment un sujet très inquiétant et central et vital puisque la démographie fait l'histoire et le nombre fait la loi. Et on en a plein d'exemples, on y reviendra j'imagine dans l'actualité. C'est un phénomène français, on n'a jamais eu une natalité aussi faible depuis 1945, mais c'est aussi un phénomène européen et comme vous le dites, en face de cela, nous avons évidemment des explosions démographiques, notamment en Afrique, qui créent un déséquilibre et qui laissent entendre que nous pourrions aboutir à ce que nous dénonçons, nous, parfois dans le désert face au gouvernement, à savoir ce fameux grand remplacement. Concrètement, ça se manifeste comment en France? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, du fait de la présence de plus en plus massive de populations extra-européennes et musulmanes, des pratiques qui s'installent en France, des pratiques islamiques, et qui prennent le pas dans de très nombreux quartiers et villes de France sur des mœurs et des habitus, j'ai envie de dire, françaises. Et donc ça aboutit à une dislocation, j'ai envie de dire, de la concorde nationale. Mais pardon, madame, on va revenir à ça, mais sans aller à des extrêmes de violence, etc. Ce mouvement démographique, est-ce qu'il n'est pas inéluctable? Vous le dites vous-même, pour renouveler les générations, il faut à peu près 2 enfants. Alors moi, je crois à la politique. C'est-à-dire que je crois à 2 choses. Pardon, je finis ma question. Allez-y. Dans toute l'Europe, on est à 1,6. En France, ça va un peu mieux, mais on est aussi en dessous. Il n'y a pas de miracle. Ou bien il faut une natalité beaucoup plus forte, ou bien de l'immigration. Eh bien, vous avez raison, c'est 2 modèles qui s'affrontent et vous allez vous en douter, je ne suis pas pour le modèle de compenser le déficit de natalité par l'apport d'immigration, parce qu'on voit aujourd'hui toutes les conséquences et ce serait évidemment... c'est terrible, parce que c'est ce qui est fait aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'il y a un exemple de pays où le natalisme a fonctionné? Ce qui est sûr, c'est que les études confirment quand même que quand il y a des politiques natalistes volontaristes et des politiques familiales volontaristes, et ça a été le cas en France pendant très longtemps, ça fait exception. Preuve en est, nous sommes aujourd'hui depuis des années face à l'abandon de notre politique familiale qui a fait notre succès. Pour ne vous donner que cet exemple, la fin de l'universalité des allocations familiales, par exemple, et nous en voyons les effets immédiats, à savoir que l'exception française aujourd'hui est en train de disparaître. Mais Marie Maréchal, là c'est toute l'Europe, pardon. Je regardais, on va pas assommer les gens de chiffres. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on a des politiques familiales, ça marche, mais on les a abandonnées. Quand vous serez octogénaire, il y aura 2 fois plus d'octogénaires en Europe. Non mais je suis d'accord avec vous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si la France a été une exception pendant si longtemps, c'est précisément parce qu'elle avait un modèle aussi d'exception. Et donc aujourd'hui, quand on abandonne ce modèle, on en voit bien les conséquences immédiates. Par ailleurs, il y a un autre sujet qui est en train de se greffer par-dessus. C'est qu'aujourd'hui, le seul fait de parler de politique de natalité pour une partie de la gauche est considéré comme une injonction, soi-disant, aux femmes de faire des enfants, et donc comme presque une démarche patriarcale. Donc il y a une espèce de diabolisation aujourd'hui qui est faite de l'idée même de la natalité, ce qui est quand même un délire. Je parle même pas de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui faire des enfants c'est un bilan carbone, donc c'est déplorable pour l'environnement. Donc il y a aussi une ambiance, à mon avis, à combattre. Il y a des choix politiques à faire, c'est-à-dire des politiques familiales à mener sur les crèches, sur l'accueil des enfants, sur les aides sociales, pour inciter bien sûr les familles à faire des enfants. Et en parallèle de ça, il y a un contrôle bien sûr de l'immigration à faire pour éviter en effet de la facilité de la compensation, puisque je crois que le coût de l'immigration sociale, économique, sécuritaire est beaucoup plus lourd, évidemment. On voit bien pour l'instant, que ça ne marche pas. Regardez le conflit entre l'Italie et la France. Personne d'ailleurs n'a de leçon à donner à l'autre. Dans aucun des 2 pays, la lutte contre l'immigration clandestine ne fonctionne. Le président Talon, président béninois, sur notre émission ici, disait il n'y a aucun exemple dans l'histoire de quand il y a un tel déséquilibre démographique où la migration a été empêchée. Alors, ce qui est vrai, c'est que la situation est inédite et très compliquée. Néanmoins, moi, je vais vous donner un exemple très concret, le Danemark. Le Danemark, alors qui est aujourd'hui un gouvernement de gauche, mais qui a repris une politique de droite, qui continue une politique de droite, qui a fait un choix. Elle a dit, voilà, nous avons compris que si nous voulons sauvegarder notre État-providence, il faut que nous réduisions de manière drastique l'immigration. Et donc, ils ont pris comme objectif 0 demandeurs d'asile qui arrivaient clandestinement sur le territoire. Ils ont pris des mesures très concrètes sur l'accès aux aides sociales, sur l'accès à l'emploi. Oui, mais pardon, c'est pas ça qui va faire gonfler la fécondité danoise, ça n'a rien à voir, ça. Non, parce que vous me dites on peut rien faire face à l'immigration. Moi, je vous donne un exemple très concret au Danemark. Sur l'accès à la nationalité, sur la manière dont est traité le droit d'asile. Toutes ces mesures fonctionnent. Ça veut dire qu'ils ont vu, depuis qu'ils les ont mis en place, une réduction massive de l'entrée illégale sur leur territoire et une réduction de fait, y compris des immigrés légaux sur leur territoire, notamment de ceux qui sont sans activité. Donc ça fonctionne, c'est possible. La réalité de la société où nous sommes qui se métisse de fait, on le voit en termes d'origine, on le voit en termes de religion, ça frappait pendant le dernier Ramadan. Vous alliez sur Instagram, vous avez ces milliers de posts où on expliquait les bonnes recettes pour faire la rupture de jeûne, etc. Davantage, soyons honnêtes, aujourd'hui que le carême.
Ce mouvement-là, on peut s'en réjouir ou le déplorer. Le fait est que... Est-ce que ce n'est pas le mouvement de l'histoire, quand il y a une telle disproportion démographique? Je ne m'y résigne pas pour une raison simple, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la démographie fait la loi, le nombre fait la loi. Donc en fait, la question, c'est de savoir demain si l'islam sera majoritaire sur le territoire français. Et donc, si de Est-ce que ce serait un problème, au fond? Ah oui, ce serait un problème. Pourquoi? Que la France devienne un pays islamique, moi, personnellement, ça me poserait un problème. J'ai 2 petites filles, voyez-vous, et donc j'ai pas particulièrement envie qu'elles vivent sous la loi de la charia, ce qui est quand même le sort qui est réservé à l'ensemble des pays, ou presque... Je ne dis pas que je plaide pour un modèle pour eux, mais c'est pas... religion musulmane ne veut pas dire charia générale. Pardonnez-moi, si partout où l'islam, où les musulmans sont majoritaires dans le monde, la charia s'applique. Alors avec des modalités différentes, mais elle s'applique, parce que tout simplement l'islam ne connaît pas la séparation du spirituel et du temporel. La conclusion, elle sera très simple, et la conséquence, elle sera très simple. Ce sera la fin, finalement, d'une civilisation française. Ça veut dire que le pays aura le même nom, mais il ne sera plus la même personne, en fait, concrètement. Est-ce que vous y pensez dans un coin de votre tête? Pardon, je me permets, parce que là, c'est vraiment le sens de l'histoire. Est-ce que dans un coin de votre tête, vous imaginez qu'un jour, ce sera le cas? Je vous donne un exemple. En tout cas, ça sera le cas si rien n'est fait, ça c'est évident. La laïcité française à laquelle nous sommes tous très attachés. Aujourd'hui, qui subit des attaques extrêmement violentes au sein de l'école, des offensives islamiques, tel terme utilisé par les renseignements français. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans de très nombreuses classes, nous sommes face à des classes qui sont de plus en plus majoritairement musulmanes. Donc évidemment, on s'étonne qu'en important des populations musulmanes, l'islam s'installe en France. Nous avons surtout, et ça c'est le plus inquiétant, chez les jeunes musulmans, une majorité de jeunes musulmans qui n'adhèrent pas à ce principe de laïcité et qui considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Je vous pose la question, elle est très simple. Comment voulez-vous que d'ici quelques décennies, si le mouvement continue, le mouvement s'accélère, nous tenions cette laïcité française? Elle s'effondrera et elle disparaîtra. Et les voiles s'imposeront. Parce que depuis 10 ans, le port du voile en France a augmenté de 55%. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Vous me dites, est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que c'est pas dans l'ordre des choses? Moi, je vous dis non. Je pense que la politique a un rôle à jouer. Je pense qu'il y a des décisions à prendre. Mais il faut un peu de courage politique, c'est sûr. On va parler beaucoup du pape François ces prochains temps, parce qu'il va certainement, ça n'est pas encore confirmé, mais Volodymyr Zelensky sera en Italie, il doit rencontrer le président italien Mattarella, peut-être la première ministre Madame Meloni, et en tous les cas, cette hypothèse sur le pape François. Est-ce qu'il n'est pas l'incarnation précisément de ce nouveau monde? C'est le premier pape non européen de gauche, pour dire vite, je pense qu'on peut dire ça. Vous pouvez le dire, je pense. Je pense pas. Je pense que vous préférez Jean-Paul II par rapport à... Est-ce qu'il n'incarne pas ça? C'est-à-dire, c'est le nouveau monde qui, qu'on l'aime pas, il sera toujours davantage argentin, chinois, africain, et toujours un peu moins français ou danois ou suédois. C'est pas une question. Alors c'est peut-être un hasard de l'histoire, mais c'est un hasard révélateur. C'est pas une question là pour le coup d'origine, parce que vous avez même des cardinaux qui sont des cardinaux, y compris d'originaires d'Afrique, et qui n'ont pas du tout les positions politiques qu'ont le pape. Cardinal Sarah. Notamment, exactement, vous voyez me dire. Mais il n'y a pas que lui en l'occurrence. Mais c'est vrai, donc je ne crois pas que ça tienne à ça. Mais en ce qui concerne le pape François, je pense que vous l'avez bien résumé. C'est-à-dire que c'est un homme qui vient d'Amérique latine, qui ne connaît pas particulièrement la question de l'islam, qui considère probablement que la chrétienté demain se fera davantage, sur le plan démographique en tout cas, dans son continent que sur le continent chrétien. Je rappelle quand même une chose, c'est que le pape n'est infaillible que sur le dogme. En l'occurrence, quand il parle de ces sujets politiques, il n'est donc pas infaillible, il est donc potentiellement critiquable. Donc voilà. Un mot sur votre grand-père, il était à l'hôpital. Comment va-t-il? Écoutez, il va mieux. Il va beaucoup mieux et voilà, il tient bon la barre. Tout à l'heure, c'est la première fois que je vous interviewe, je suis frappé de voir qu'il y a pas mal de points communs dans votre manière à vous de tenir le micro par rapport à votre grand-père. Il vous a inspiré, votre grand-père? Si je suis en politique aujourd'hui, c'est malgré tout grâce à lui. Je pense qu'il a été quand même un de ceux qui ont vu loin et qui ont été capables d'anticiper beaucoup de problématiques que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous reprenez tout son héritage? Est-ce que tout ce qu'a dit et fait Jean-Marie Le Pen, vous le prenez? Non, pour une raison simple, mais je l'ai déjà dit, et je l'ai déjà dit publiquement, y compris quand il faisait encore de la politique, et parfois, d'ailleurs, on s'est affronté assez durement là-dessus. Mais aussi pour une raison toute simple, c'est que je ne suis pas tout à fait la même génération. Le monde dans lequel j'évolue sur le plan géopolitique, est différent. Les défis aussi sont différents. Jean-Marie Le Pen ne connaissait pas l'ère du wokisme, par exemple, ou celui des lobbies LGBT. Donc, par exemple, il y a plein de choses qui font que aujourd'hui, je me suis approprié une part différente. Et moi, quand je suis... S'il y a eu des fautes, de sa part, on peut juger ses parents ou ses grands-parents, on est libre de ça. S'il y a eu des fautes de sa part, c'était quoi? Tous les points de désaccord que j'ai eu avec lui, je les ai dit publiquement, y compris quand il faisait de la politique. Donc là-dessus, vous savez, moi je suis très à l'aise, j'ai pas de problème. Merci Marion Le Pen, Marc Maréchal, d'avoir été notre invité. Dans un instant, et diversité des points de vue, vous êtes catholique très pratiquante, n'est-ce pas? On n'est jamais assez pratiquant. On va avoir un protestant.